L'agent orange, ça vous dit quelque chose? C'est un pesticide tristement célèbre, massivement utilisé pendant la guerre du Vietnam par les forces armées américaines lors de l'opération Ranch Hand. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les impacts que les guerres peuvent avoir sur l'environnement. Cela va majoritairement être des exemples car chaque guerre a ses impacts selon sa période, son contexte, sa situation géographique et l'armement utilisé. Revenons donc à notre agent orange. Déjà, il faut savoir qu'il n'était pas tout seul. Il est connu car c'est le plus courant, mais il y avait aussi l'agent rose, l'agent vert, l'agent pourpre, l'agent bleu et l'agent blanc, nommés selon la peinture mise sur les fûts. Mais alors pourquoi se servir de pesticides pendant une guerre? Alors non, il n'était pas destiné à empoisonner les combattants ennemis, mais plutôt à lutter contre le Viet Cong de façon détournée. Je m'explique. L'ennemi se cache dans la forêt pour éviter les bombardements? Eh bien, supprimons la forêt dans laquelle il se planque en la pulvérisant de pesticides. Pulvérisons aussi les champs, pour les empêcher de se ravitailler aussi, tiens. Ces pesticides ont aussi été utilisés pour dégager les abords des installations militaires américaines et ainsi y prévenir les attaques. Une des principales zones visées par l'opération Ranch Hand était le delta du Mekong où les vedettes de patrouille de l'US Navy étaient vulnérables aux embuscades. Le plus utilisé de ces pesticides fut l'agent orange, un mélange d'herbicides dont on sait actuellement qu'ils contiennent de la dioxine. À partir de l'année 1962, les États-Unis déversent plus de 80 millions de litres de ces pesticides, donc agents rose, vert, pourpre, bleu, blanc et orange confondus, sur la partie sud du Vietnam. En ce qui concerne l'agent orange, il faut savoir que ce produit était d'usage courant dans l'agriculture, aussi bien aux États-Unis qu'en URSS dans les années 60. On ne pensait pas alors qu'il était toxique pour l'être humain. Il faut quand même noter qu'au Vietnam, le produit fut en moyenne surdosé d'un facteur 13, ce qui rend difficile, voire impossible, la comparaison entre l'usage agricole et l'usage militaire. Sans parler ici des conséquences sanitaires pour les populations impactées, l'impact environnemental fut évidemment énorme. Selon un rapport de l'UNESCO, les épandages d'agents orange ont détruit 400 000 hectares de terres agricoles, 2 millions d'hectares de forêts et 500 000 hectares de mangroves, soit 20% de l'ensemble des forêts sud-vietnamiennes. Certaines ont été replantées, comme celle du Tra Su, le sud du pays, mais d'autres restent en très mauvais état. La guerre du Vietnam a aussi vu un autre moyen détourné de faire la guerre. L'armée américaine a littéralement créé de la pluie. Oui, c'est possible. Mais où est l'intérêt? La guerre du Vietnam est une guerre spéciale qui oppose une armée régulière à une force qui se déplace sur des pistes de terre pour sa logistique. Or, dans cette région, il y a une saison de mousson qui rend ces pistes très dures d'utilisation. Le raisonnement est donc simple. Si on augmente la durée et l'intensité de la mousson, on complique d'autant la logistique ennemie. Avantage tactique non négligeable. Ainsi, à partir du 20 mars 1967, et de façon continue à chaque saison des pluies, c'est-à-dire de mars à novembre, des missions opérationnelles d'ensemencement des nuages ont été réalisées par avion. 3 avions C-130 ainsi que 2 F-4C ont volé 2 fois par jour. Cette opération, dénommée Popeye, s'est poursuivie jusqu'en 1972 et a été réalisée par le 54e escadron de reconnaissance météorologique en utilisant le slogan « Faites de la boue, pas la guerre ». Pour créer cette pluie, on utilisait de l'iodure de plomb et de l'iodure d'argent pulvérisé par avion. Et je n'ai rien trouvé concernant l'impact de ces épandages sur l'environnement, ni d'impact dû au changement de pluviométrie. Je trouvais cependant l'anecdote intéressante. Direction maintenant le Mozambique, pour voir un autre conflit qui a détruit de la biodiversité. Pendant la guerre civile au Mozambique, qui a duré 15 ans, le parc national de Gorongosa a perdu plus de 90% de ses animaux. Les buffles africains sont passés d'une population de 14 000 individus à 100, et les hippopotames de 3 500 à 100. De 2 000 individus, la population des éléphants est descendue à 200, car leur chair servait à nourrir les soldats et l'ivoire était vendu pour financer l'achat d'armes, de munitions et de fournitures. Maintenant, direction le Koweït lors de la guerre du Golfe. Imaginez, vous êtes à la tête de l'Irak. Vous avez envahi le Koweït pour des différends sur la production de pétrole et vous redoutez un débarquement des forces ennemies sur les côtes. Que faire? Et pourquoi pas créer la plus grande marée noire de l'histoire? Ben oui, après tout, ça compliquera grandement un débarquement. C'est ainsi que l'Irak a rejeté 800 000 tonnes de pétrole dans la mer du Golfe pour tenter d'empêcher un débarquement de ce côté. Ce qui a souillé 1600 km des côtes de l'Arabie Saoudite, tué des colonies entières de crevettes qui faisaient vivre les pêcheries locales, provoqué une hécatombe dans les populations de poissons et souillé des coraux d'une grande valeur. Le débarquement appréhendé n'a pas eu lieu,
Mais la catastrophe environnementale, oui. Aujourd'hui, crevettes et coraux ont l'air d'avoir récupéré, mais certaines espèces de poissons semblent avoir disparu pour de bon. Ok, bon, pas de débarquement, mais vous avez un autre problème. L'ennemi dispose de satellites espions qui repèrent vos chars. C'est pas top parce que vos chars sont la colonne vertébrale de votre armée. Bon, et que faire alors? Et si on brûlait du pétrole pour faire un méga nuage qui cacherait vos chars aux satellites et gênerait l'aviation ennemie? Alors allons-y. L'incendie de 632 des 736 puits de pétrole koweïtiens a certes obscurci le ciel koweïtien, cachant les blindés de Saddam aux satellites espions, mais pas aux hélicoptères de reconnaissance. Ce nuage toxique bourré d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dits HAP a fait sentir ses retombées à plus de 1000 km. Il a couvert plus des 2/3 du désert koweïtien pendant des mois. Les suies de ces incendies ont tellement obscurci le ciel que la température du désert a baissé en moyenne de 10 degrés Celsius. Dans certaines villes du Koweït, il fallait rouler avec les phares allumés en plein jour. Si votre cache-cache avec l'ennemi n'a pas vraiment marché, les dommages environnementaux n'en ont pas moins été réels. Plus de 60 millions de barils de pétrole se sont épandus sur le territoire koweïtien pendant les 4 à 5 mois qu'il a fallu pour éteindre tous les incendies provoqués délibérément. On ne compte pas ici le pétrole qui est parti en fumée. Résultat, en 2003, 40% des maigres réserves koweïtiennes d'eau souterraine sont contaminées. Alors oui, l'Irak ne pensait pas vraiment à l'écologie à ce moment-là, mais les États-Unis non plus. Pendant cette guerre, ils ont utilisé des munitions à l'uranium appauvri. Alors, pas de panique, il ne s'agit pas d'armes atomiques, c'est juste que l'uranium a des propriétés physiques, sa densité par exemple, qui le rendent extrêmement intéressant dans les munitions anti-chars et anti-bunkers. La radioactivité de cet uranium est même inférieure à l'uranium naturel. Mais il reste un métal lourd, comme on dit, et à l'impact une partie volatilisée. Que ce soit pour sa radioactivité ou sa toxicité en tant que métal, son impact sanitaire et environnemental est sujet à débat dans la communauté scientifique. Tant qu'on en a à parler de guerre où on a utilisé de l'uranium appauvri, direction le Kosovo. D'après les informations officielles, quelques 31 000 ogives anti-chars à l'uranium appauvri ont été utilisés. C'est une charge totale approchant les 10 tonnes d'uranium appauvri. De façon générale, la guerre au Kosovo a pas mal d'impacts environnementaux. Les installations pétrochimiques de la ville de Pančevo ont été gravement endommagées par des attaques aériennes intenses et répétées, provoquant le risque d'explosion de réservoirs et de substances toxiques qui auraient libéré d'énormes quantités de produits nocifs polluant l'air et une vaste zone, et se soldant par un lourd bilan humain. Pour éviter l'explosion, les responsables de l'installation ont dû laisser s'écouler dans le Danube d'importants volumes de solutions toxiques, dont 1400 tonnes de dichlorure d'éthylène, 800 tonnes de solution de chlorure d'hydrogène à 33%, 3000 tonnes de lessive, 1000 tonnes de soude caustique, ainsi qu'une quantité non précisée de mercure, en sachant qu'en période normale, l'usine possède un stock d'environ 100 tonnes de mercure pour des usages techniques. Le bombardement aérien de l'usine de voitures Zastava a causé l'écoulement de plusieurs tonnes de pyralène dans la rivière Morava. Le pyralène est une substance très cancérigène qui peut être dangereuse même à de faibles concentrations. Il convient de noter que la Morava est l'un des principaux affluents du Danube, qui approvisionne en eau potable plus de 10 millions d'habitants de différents pays. Il y a aussi eu de petites marées noires sur le Danube suite à des bombardements. Le bombardement d'autres installations à Pančevo a entraîné l'écoulement d'environ 200 tonnes d'ammoniac dans le Danube. Pour ce dernier exemple, on ne peut que remarquer le dilemme facilement tranché des employés. Les forces de l'OTAN ont frappé ce réservoir d'ammoniac que les travailleurs de l'usine chimique venaient de vider d'urgence dans le Danube, tuant toute vie aquatique sur 30 km. Mais s'ils n'avaient pas vidé ce réservoir, toute vie humaine dans ce milieu densément urbain aurait été anéantie en quelques minutes dans un rayon de 10 km. Le bilan humain aurait certainement dépassé le millier de morts. Comme je disais, le dilemme est vite tranché. Entre le 24 mars et le 5 juin 1999, les avions de l'OTAN ont effectué plus de 34 000 vols et passé 150 000 heures dans l'espace aérien de la Yougoslavie et des régions avoisinantes. Cette concentration d'avions de guerre au-dessus d'une superficie relativement réduite a entraîné une forte pollution de l'air et de l'eau de pluie, pollution composée notamment d'additifs pour carburant tels que le perchlorate d'ammonium, le chlorure de polyvinyl, le stéréarate de plomb, le polybuthiadène et le polyéthylène.
Les gaz d'échappement des avions à réaction contiennent en outre des oxydes d'azote qui contribuent à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Plus surprenant, le délestage de carburant par les avions militaires de l'OTAN au-dessus des pays voisins. En effet, lorsqu'un avion décolle rempli de carburant, il est très lourd. Imaginez, vous êtes pilote de bombardier. Vous décollez avec les citernes pleines, mais votre mission est avortée pour raison météo. Vous rentrez à votre base, mais vous êtes trop lourd pour atterrir. Vous devez donc larguer une partie de votre carburant. C'est ainsi que, par exemple, un bombardier de l'OTAN a largué 42 tonnes de carburant sur une réserve naturelle en Hongrie. Il convient de noter que les carburants des chasseurs F-16 et Mirage qui ont participé aux opérations aériennes contiennent un certain nombre d'hydroxydes très toxiques. Reprenons votre bombardier de tout à l'heure. Dans les faits, vous avez largué une partie de votre carburant pour des raisons de poids, mais pour être tout à fait réaliste, j'aurais dû vous dire de larguer vos bombes. En effet, on n'attirait pas avec des bombes en soute, ça serait beaucoup trop dangereux. Et que fait-on alors quand le brouillard a empêché une vague d'assaut de lâcher ses bombes sur l'objectif allemand pendant la dernière guerre mondiale, serbe pendant la guerre de Yougoslavie? La réponse est immédiate, les larguer en mer au retour. Mer du Nord dans le premier cas, mer Adriatique dans le second. C'est ainsi que quelques zones réparties un peu partout dans le monde étaient réservées au largage de munitions lourdes, comme les bombes, les torpilles ou les mines, non utilisées lors de missions avortées pour raisons météo ou de contre-ordre. Il était trop dangereux pour les avions d'atterrir avec leurs munitions, ou ces dernières auraient trop augmenté leur consommation de carburant, ne leur permettant pas de rentrer à bon port. Ces munitions étaient donc larguées en mer avant le retour à la base, éventuellement assez près des côtes. Ces zones de délestage sont théoriquement interdites à la navigation, aérienne ou navale. Elles proviennent essentiellement de la Seconde Guerre mondiale, qui a inauguré la méthode des bombardements aériens massifs. En zone Manche-Mer du Nord, il y en a au moins 3, près du littoral anglais, dans l'estuaire de la Tamise, et l'autre dans le Pas-de-Calais. À titre d'exemple, environ 100 000 projectiles incendiaires et près de 200 cookies auraient été largués par une flotte de bombardiers 138 Lancaster de la Royal Air Force le 15 décembre 1944 en Manche, à la suite de l'attaque de Siegen, à l'est de Cologne, avortée pour cause de brouillard. Une part significative de ces munitions n'explosèrent pas et reposent vraisemblablement encore sur le fond à 35 mètres de profondeur. Et c'est là qu'on en arrive au sujet qui m'a donné envie de faire cette vidéo, les munitions immergées. Soit dit en passant, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, c'est probablement qu'elle vous plaît, alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Les munitions immergées, je les ai découvertes par hasard en faisant des recherches sur l'immersion de déchets nucléaires pour ma vidéo sur les pollutions marines. Vous pensez que la majorité d'entre elles vient de bombardements avortés, comme l'exemple de décembre 1944? Vous allez être surpris. Une partie, pas la plus grande, provient de ce genre de missions avortées, mais aussi des navires de guerre coulés pendant les combats, de navires de transport de munitions coulés ou d'autres incidents de ce genre. Une autre partie, la plus grande cette fois-ci, provient d'immersions volontaires. Je m'explique. Imaginez, vous êtes à la tête de l'Angleterre, ou de la France, ou de n'importe quel pays belligérant de la Première Guerre mondiale. La guerre est finie, et vous vous retrouvez avec vos stocks de munitions non tirées, voire même des munitions de l'ennemi quand il occupait votre territoire. Sachant que l'on parle de centaines de milliers de tonnes d'obus, grenades, mines, torpilles, etc., le démantèlement n'est pas envisageable. Surtout que la Première Guerre mondiale est connue pour la particularité de certaines de ces munitions, les munitions chimiques. Obus à l'hypérite, grenades au gaz moutarde, etc. Bon, vous pouvez toujours les faire exploser dans des fosses dédiées, mais cela prend du temps et ne marche que pour les munitions conventionnelles. Le plus simple et le moins cher, c'est encore de les immerger. Dans des lacs comme la Suisse ou la France, ou en mer comme l'Angleterre, la France, la Belgique, entre autres. Dans les faits, comment procède-t-on? Il y a deux techniques. La première, c'est de remplir à ras-bord un bateau déclassé de munitions, puis de le saborder et de le laisser couler lui et sa cargaison. Les Américains notamment ont appliqué cette technique quand ils ont voulu se débarrasser de leur stock de munitions chimiques, du gaz moutarde entre autres. C'est ainsi qu'en août 1970, le sabordage du Le Baron Russell Briggs sur un fond de 5000 mètres, à 400 km de la côte de la Floride, avec à bord 12 000 roquettes contenant 60 tonnes de sarin, un gaz hautement toxique, a marqué la fin de l'opération Chase, programme d'immersion volontaire de navires de guerre et de munitions toxiques déclassées de la marine américaine.
Ce programme et d'autres ont, selon des chercheurs, fait émerger, entre autres, plus d'1 million de tonnes de munitions de guerre chimiques dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour comparaison, sachez que la charge utile d'un Smirmork est de 27 tonnes. Deuxième technique, ne jeter que les munitions. C'est de ce que j'ai pu voir la technique la plus utilisée. Il faut dire qu'on n'a pas toujours des navires à déclasser sous la main. C'est ainsi que les Belges ont opéré par exemple. L'histoire est spéciale, vous allez voir. Après la fin de la Première Guerre mondiale, de novembre 1919 à mai 1920, à la suite d'une décision prise par le gouvernement belge, une entreprise spécialisée a déversé sur un banc de sable situé près du port de Zeebrugge environ 35 000 tonnes de munitions non explosées. Oubliée puis redécouverte en 1971, presque par hasard, on pense que la quasi-totalité de ces armes sont des armes chimiques, dont un tiers du gaz moutarde, des grenades surtout. Cela fait presque 1300 semi-remorques de munitions chimiques. Une quantité similaire d'explosifs se trouverait en mer Baltique. La Commission pour la protection de l'environnement de la mer Baltique estime à 40 000 tonnes les munitions présentes en mer Baltique, dont 13 000 tonnes de munitions chimiques. Mais ce sont tous les deux des petits joueurs. En effet, on pense qu'il y aurait au moins 160 000 tonnes de munitions chimiques dans les eaux de l'ancienne URSS. Oulala, les vilains soviétiques, encore eux! Alors, 2 secondes parce qu'il y a encore plus gros. Les Anglais sont en effet bien placés aussi. Depuis les années 1920 et jusqu'aux années 60, plus d'1 million de tonnes, essentiellement conventionnelles, auraient été volontairement coulées rien que dans la fosse de Beaufort, profonde de 200 à 300 mètres entre l'Écosse et l'Irlande du Nord. Une étude de 1996 n'aurait montré aucune contamination des poissons, mais rien ne permet de garantir la sûreté de cette solution à long terme, ni que la faune ne concentrera pas les toxiques ainsi stockés. Dans cette région, les pêcheurs écossais et irlandais, par dérogation, sont autorisés à rejeter en mer les munitions remontées dans leurs filets, bien que la loi les invite à les rapporter pour élimination à terre quand cela peut se faire en sécurité. C'est aussi dans cette fosse que les Anglais s'aborderont plusieurs dizaines des U-boats saisis à l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces munitions ne sont évidemment pas sans conséquences. Les zones qu'on avait jugées il y a 60 ou 80 ans assez profondes ou assez éloignées pour être définitivement à l'abri des activités humaines sont en réalité devenues très accessibles et font l'objet aujourd'hui de pêche au chalut ou d'activités qui augmentent le risque de contact avec des munitions ou leur contenu. De plus, en raison de l'épuisement des autres stocks, la pêche en eau profonde est maintenant largement pratiquée avec des moyens puissants. Et le risque n'est pas hypothétique. Une explosion de munitions sur la draque Pas-de-Calais 2 dans le port de Boulogne en 1952 a fait ainsi 4 morts et 7 disparus. Une explosion à bord du Martin Jacob en Baltique en 2005 a fait 3 morts. Et plusieurs témoignages de pêcheurs remontant des munitions chimiques percées et qui sont brûlées par de l'hypérite ou autre ne manquent malheureusement pas. Toujours pour rester dans le domaine de l'explosion, pas besoin de les remonter par filet pour qu'elles explosent. Certaines explosent de façon spontanée, et ce n'est pas sans conséquences environnementales mine de rien. Selon la commission OSPAR, la pression exercée par le bruit important que produisent les explosions spontanées ou contrôlées de munitions peut blesser ou tuer certains mammifères marins et poissons. Il a été rapporté que des marsouins ont été tués dans un rayon de 4 km autour d'explosions et que d'autres ont subi une détérioration permanente de l'ouïe dans un rayon de 30 km. Mais l'aspect le plus terrifiant, c'est la pollution que peuvent créer ces munitions chimiques ou non. Ces armes contiennent des produits toxiques. Les amorces des obus par exemple sont en général faites de mercure, 1 gramme par obus, ce qui fait des tonnes de mercure. Des études ont montré que, suivant la nature de la munition et les conditions de son immersion, le niveau de corrosion générant une fuite peut intervenir entre 10 et 400 ans. La fonte d'acier qui constitue l'enveloppe des obus est épaisse en moyenne de 5 à 6 mm. Elle se corrode en vitesse moyenne de 0,1 à 0,5 mm par an. De plus, l'acide picrique, l'explosif le plus présent dans les obus de la guerre 14-18, peut en accélérer cette corrosion et donner naissance à des picrates, susceptibles d'exploser au moindre choc. En outre, les obus étant souvent entassés en piles épaisses et parfois avec d'autres types de munitions, grenades, torpilles, mines, cartouches, etc., le poids de ceux du dessus peut écraser ceux qui se seraient précocement fragilisés au-dessous, en provoquant des fuites brutales et importantes de toxiques et ou de trophisants. Le comportement de certains de ces produits n'est même pas connu quand ils subissent de grandes pressions. Ces stocks de munitions sont littéralement une bombe à retardement. De par leur quantité et leur nature chimique,
Elle représente une grande menace environnementale dont pour ma part je n'avais absolument pas conscience. Bon, restons au fond des océans et allons visiter des épaves. En effet, les 2 guerres mondiales sont riches en épaves. On estime que pour chacune des 2 guerres mondiales, ce sont 2500 bateaux qui ont été envoyés par le fond. Ça fait beaucoup. Mais certaines sont plus dangereuses que d'autres. J'ai choisi de vous parler d'une seule épave issue d'une guerre mondiale, la 2e en l'occurrence. Direction la Norvège où nous allons visiter l'épave de l'U-Boat U-864 qui a été coulée le 9 février 1945 par un sous-marin britannique à 2000 de l'île norvégienne de Fitch, non loin de Bergen. Alors déjà, fun fact, c'est le seul sous-marin à avoir été coulé en plongée par un assaillant, lui aussi en plongée. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. En effet, le U-864 venait d'appareiller avec à son bord 67 tonnes de mercure liquide à destination du Japon. Le but était en gros d'aider le Japon à foutre la misère aux Américains et les pousser à délaisser en partie le front européen. L'épave est redécouverte en 2003 seulement, à 160 mètres de fond, sectionnée en 2 parties. On comprend assez vite de quel U-boat il s'agit et c'est un peu la panique chez les Norvégiens, car le mercure était stocké dans des cartouches qui s'étaient corrodées et avaient pour certaines déjà eu des fuites. Ainsi en 2006 on estime que l'épave perd 4 kg de mercure par an. Renflouer l'épave a été jugé trop dangereux, c'est pas qu'elle avait coulé avec toutes ses torpilles, mais c'est tout comme. Donc l'État norvégien a fini par mettre la main à la poche pour faire enfuir l'épave par une entreprise spécialisée. Et parfois, pas besoin qu'un sous-marin soit détruit par l'ennemi pour qu'il coule. Même en temps de paix, un bâtiment de guerre peut avoir des avaries. Alors bon, ça ne serait qu'un bateau de plus ou de moins, on n'en est pas là, mais l'exemple qui suit est assez atypique. Dans le golfe de Gascogne, par 4500 mètres de profondeur, à 1450 km des côtes françaises et environ 490 km au nord-ouest des côtes espagnoles, gît depuis le 12 avril 1970 le sous-marin nucléaire d'attaque soviétique K-8, avec le reste de son armement constitué de 4 torpilles nucléaires. Le sous-marin a coulé avec ses 2 réacteurs nucléaires lors d'un exercice naval. Il gît toujours là, lui, et son attirail nucléaire. Bon, on a assez traîné au fond de la mer, je pense, alors retour sur la terre ferme. Enfin non, justement, pas trop ferme, car je voulais encore vous parler un peu de munitions. Sur certains terrains mous, comme la vase, les tourbes, la boue et les zones humides, de nombreux obus n'ont pas explosé. Ça va jusqu'à 80% sur certains sites de 14-18. Ils se sont alors enfoncés de plusieurs mètres, parfois plus de 10 mètres dans certains cas, et sont toujours là, eux et leurs produits toxiques, dans les écosystèmes sensibles que sont les zones humides. Le dernier impact des armées que j'ai pu trouver, c'est les émissions de CO2 des armées elles-mêmes. Et là, c'est assez dur de trouver des chiffres, car les armées ont un statut spécial et rares sont celles qui publient des chiffres. Mais certains scientifiques estiment que l'armée mondiale pourrait représenter jusqu'à 5% des émissions mondiales de CO2. Pour arriver à ce chiffre, il faut compter les armées évidemment, donc la marine, les avions, les forces terrestres, mais aussi la consommation énergétique des bases militaires, et surtout les industries qui les soutiennent en produisant les équipements, les véhicules, les armes, etc. Et le pire, c'est que les armées du monde sont bien conscientes de la menace que représente le réchauffement climatique. En effet, celui-ci est une menace directe envers leurs infrastructures, comme sur la base militaire de Tyndale aux États-Unis où en octobre 2018, l'ouragan Michael inonde cette base aérienne. Les dégâts sont alors estimés à plus de 5 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Le réchauffement climatique augmente les risques de conflits. Les experts militaires du Conseil militaire international sur la sécurité et le climat, composé de hauts responsables militaires, notent ainsi par exemple que l'accès à l'eau potable est déjà un facteur d'instabilité notable et qu'elle posera un problème important de sécurité mondiale d'ici 2030. On estime aussi que 60% des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique sont en proie actuellement à un conflit armé. Il y a donc encore du travail à faire pour les armées sur ce plan-là. Alors voilà, la vidéo n'est pas encore terminée. Alors si elle vous a plu, restez jusqu'à la fin s'il vous plaît, ça serait génial, j'ai une annonce à vous faire. C'était une grosse vidéo par rapport à d'habitude, mais le sujet étant surtout composé d'anecdotes, cela était nécessaire. Pour comprendre les risques auxquels les armées devront faire face, je vous invite à regarder mes autres vidéos pour en apprendre plus. Voici venu le temps de l'annonce. Je vais bientôt sortir une vidéo spéciale. Cette vidéo est hyper importante pour moi et pour la chaîne. Il s'agit de petits morceaux de conférences et d'interviews diverses mis dans un certain ordre narratif. Et il s'agit majoritairement d'extraits de Jean-Marc Jancovici,
mais aussi de Gilles Boeuf, Lamia SM Lali et d'autres. Elle a comme vocation de marquer l'esprit de ceux qui la regardent pour qu'ils comprennent l'urgence de la situation environnementale dans laquelle nous sommes. Pour sélectionner les quelques minutes seulement que j'ai gardées pour le montage final, il m'a fallu visionner des dizaines d'heures de vidéos, les découper, les monter, etc. etc. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail dans un but, donner un coup de boost à la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Cette recherche de notoriété, je ne la fais pas pour mon propre compte, mais je le fais pour que les informations disponibles sur ma chaîne soient mieux connues du grand public. Or, à l'heure où j'écris cette vidéo, j'ai un peu moins de 1200 abonnés et un peu plus de 100 heures de visionnage par mois. Loin de moi l'idée de cracher dans la soupe, j'ai de nombreux abonnés fidèles et géniaux, que je remercie d'ailleurs chaleureusement ici, mais au vu de la gravité et de l'importance des informations que j'essaie de transmettre au plus grand nombre, force est de constater que ce n'est pas assez. Ainsi, je me permets d'imaginer que si vous êtes encore là à écouter la vidéo, c'est que soit vous êtes abonné, soit mon style de vidéo vous plaît, dans ce cas abonnez-vous, note. Et si j'ai raison, dans ce cas, je vous demande de partager la vidéo quand elle sortira. Des liens Facebook et Insta seront mis en description pour forcer leurs algorithmes respectifs à collaborer. Un partage massif d'un post Facebook marche bien mieux que plein de partages de posts isolés. Cela m'aiderait énormément si cette vidéo pouvait faire un mini buzz et aider au décollage de la chaîne. N'hésitez donc pas aussi à la partager à des personnalités militantes dans le domaine environnemental. Je pense par exemple à Camille Etienne. Mais si vous pensez à d'autres, n'hésitez pas à leur envoyer un message pour partager la vidéo. Échangez-vous des noms de personnalités dans les commentaires pour être plusieurs à le faire aussi, ça serait génial. Je précise quand même, pour me couvrir, de le faire dans le respect. Je ne saurais être tenu responsable si on vous trouve agressif. Voilà, j'arrête de vous embêter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.